Bonsoir et bienvenue dans Lundi Investigation. Avec ce soir une enquête sur les banques et leur business. Vous avez confiance en votre banquier? Eh bien, vous avez peut-être tort. C'est en tout cas ce que pensent les associations de consommateurs qui sont submergées d'appels à l'aide de clients mécontents. Les réclamations sont variées, tarifs opaques, frais abusifs, conseils financiers inadaptés, comptes bloqués de façon arbitraire, etc., etc. Mais le phénomène nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les clients n'hésitent plus à attaquer leur banque et parfois ils gagnent devant la justice. L'enquête que nous vous proposons ce soir est allée au plus près des banques, malgré une certaine opacité, et du côté des usagers. Et vous allez voir par exemple comment cet homme qui avait fait un chèque en bois de 20 € s'est retrouvé à la suite d'une spirale absolument infernale avec des pénalités de 10 000 € à verser à sa banque. Ou alors, si vous avez des comptes en sommeil, faites très attention. Il y a des comptes en banque qui se volatilisent. Nous avons par exemple accompagné cet usager qui cherche désespérément ces 30 000 € qui ont complètement disparu. Pour Paul Valois et Christophe Fonseca, qui ont réalisé cette enquête, la première difficulté a été de récolter des témoignages. On a eu du mal à trouver des témoins clients parce qu'ils avaient peur de représailles de la part de leur banque. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le client, lorsqu'il pousse la porte de sa banque, n'est pas en situation de discuter d'égal à égal avec son banquier. Enfin, c'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais de manière générale, il y a une dépendance, un rapport un pouvoir du banquier, finalement, je crois qu'on peut employer le mot. Depuis qu'on a annoncé qu'on diffusait l'enquête, on reçoit plein de coups de fil de banque qui disent « mais non, enlevez tel témoin, nous avons réglé son problème, etc. » et tout. Au moins c'est efficace. C'est vrai que dès que la caméra arrive, les problèmes se résolvent assez rapidement. Les banques n'aiment pas beaucoup la mauvaise publicité. On a eu du mal à trouver aussi des conseillers financiers qui avaient peur pour leur emploi, tout simplement. La plupart des conseillers financiers qui ont accepté de nous répondre l'ont fait vraiment avec une vraie motivation personnelle. Et l'une d'entre elles me disait encore au téléphone, je l'ai fait vraiment par souci citoyen. Je l'ai fait pour aider les Français, l'ensemble des gens qui ont des comptes bancaires, à réagir, à ne pas se laisser faire. Nous avons réussi à percer certains secrets des banques, des secrets bien gardés, qui concernent directement votre argent et le nôtre. Voyage au pays des banques et des assurances, regardez Notre argent les intéresse, une enquête produite par l'agence Actuel Prod. Novembre 2005, EDF est privatisé, toutes les banques proposent à leurs clients l'achat d'actions. Janvier 2006, des protestations arrivent de partout en recevant leur relevé de compte des clients. Découvrent qu'ils ont acheté sans en avoir donné l'ordre des actions d'EDF. Les banques ont utilisé leur argent sans leur demander leur avis. Les protestations sont relayées par les journaux. Avant que le scandale ne prenne trop d'ampleur, les agences dédommagent les personnes mécontentes. L'affaire est étouffée. Il n'y aura pas de procès. Par contre, La Poste a été condamnée en février dernier pour publicité mensongère sur un placement boursier. Beaucoup de Français n'ont plus confiance en leurs banquiers. Ils n'hésitent pas à les attaquer en justice, aidés par les associations. Frais abusifs, argent qui disparaît, interdiction bancaire injustifiée, les plaintes se multiplient. Beaucoup de plaintes de pratiques bancaires, beaucoup de plaintes d'une tarification que les consommateurs jugent excessive, de produits qui n'étaient pas tarifés, qui deviennent payants, etc., etc. Nous avons enquêté sur les pratiques bancaires de plus en plus contestées. Dans les années 70, « Votre argent m'intéresse » était le slogan d'une banque. Aujourd'hui, le public n'y verrait plus aucun humour. Pour tenter de comprendre cette montée des mécontentements, nous nous rendons avec une caméra cachée dans une agence pour ouvrir un compte. Avant 2005, les banques n'avaient même pas à présenter leurs prix. Est-ce qu'il serait possible d'avoir vos tarifs, s'il vous plaît? Une plaquette avec les tarifs. Mais depuis plus d'1 an, la loi prévoit que les tarifs doivent être à la disposition des clients au guichet. Oui, bien sûr. Vous les mettez où, les enfants? Ils sont à gauche. Apparemment, ce n'est pas le cas ici. Ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci bien. On va regarder un petit peu. Ici, les services ne sont pas donnés.
Si vous voulez échanger de la monnaie sans être client, 16 €. La conservation de votre courrier à l'agence, 71,40 €. Une attestation bancaire de 11 à 22 € pour une lettre type à laquelle l'ordinateur ajoute votre nom. C'est de 11 à 22 € quand même chez vous. Mais ça prend 2 minutes, ça, on l'a vu faire. Oui, je sais, ça se fait sur machine. Parce que nous, on était effrayés de voir le prix que ça nous a été tarifé, quoi. Oui, bah, c'est sûr, mais je sais, moi aussi, ça... Et comment ça se fait, alors? Comment ça se fait? Est-ce que vous faites payer aussi la conservation de courrier, 70 €. En face, chez un concurrent, les prix sont similaires, sauf la conservation de courrier, 10 € de moins. La photocopie, en revanche, c'est 12,90 €. Courrier conservé à l'agence à la demande, 60 €. Oui, mais ça, c'est si vous le gardez. Et c'est combien, ça? 12,90 c'est pour la photocopie. Ah oui, 12 € la photocopie, ça fait cher. Troisième banque. Nous sommes reçus par ce que l'on appelle un conseiller de clientèle. L'homme ne cache pas que les tarifs sont en augmentation. Le coût d'un compte en banque au quotidien est devenu beaucoup plus cher, bien évidemment, puisqu'il y a une quinzaine d'années, on ne payait rien. Il y a une tarification bancaire qui est montée en charge en l'espace de 5 ans, qui est colossale. Enfin, je ne peux pas vous dire que vous le voyez hein, au quotidien, donc... Sur des trucs tout bêtes, ça peut être combien? Je vais vous donner les tarifs, c'est pas un problème, parce que ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que je m'interdis d'apprendre par cœur. Oh, ouais. Les apprendre par cœur, pas facile. La plaquette qu'il nous tend compte plus de 8 pages de tarifs. Au total, les associations de consommateurs ont recensé plus de 200 tarifications différentes, toutes banques confondues. En 18 ans, les prix ont augmenté de 129%, 3 fois le coût de la vie. Les associations sont submergées de courriers de clients mécontents. Pour l'UFC Que Choisir, certains prix des banques n'ont aucun fondement. Nous avons prouvé par notre étude économique que les banques font à peu près 90% de bénéfices sur les prélèvements. Pour les virements, ça frôle les 100% et c'est de 35% sur les retraits cartes bancaires. Donc nous estimons que cette tarification n'est absolument pas justifiée, qu'elle n'a pas de réalité économique et qu'elle doit baisser. Pour nous donner le point de vue des banques, l'un des responsables de leur fédération nous reçoit. Philippe Caplet dirige un département créé récemment pour répondre aux difficultés des usagers et les informer. Ces prix, que l'on reproche aujourd'hui aux banques, il refuse d'en parler. Mais face à notre insistance, il va finir par trouver un argument. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment les banques peuvent justifier de tels tarifs, des lettres à 12,50 €, des attestations à 30 €. Mais le tarif, il est publié avant, il est connu. C'est exactement la même chose que quand vous entrez dans un restaurant. Si vous avez le prix qui est affiché, le menu qui est affiché à la porte, vous devez savoir à combien vous vous exposez en entrant dans ce restaurant. Sauf que rien ne nous contraint d'aller au restaurant alors que toute personne est obligée d'avoir un compte bancaire pour recevoir un salaire ou une allocation. Atman Bellal est commercial. Les tarifs bancaires, il ne s'y était jamais intéressé, jusqu'au jour où ils ont failli lui coûter sa maison. Tout a commencé en 2004. Atman Bellal était chef de produit dans les télécommunications. Certains mois, avec son épouse, il gagnait jusqu'à 6 000 €. Jusqu'au jour où il a été licencié. Perte de revenus, 50%. Aussitôt, il va voir son banquier pour parler de cette nouvelle situation. L'idée, c'était un petit peu d'anticiper les choses, à voir de quelle manière, avec lui, s'il était possible de reporter les échéances de manière temporaire, si on pouvait regrouper les 2-3 crédits qu'on avait, donc la maison, voiture, et les étaler, mais des solutions concrètes, chose qu'on n'a jamais eues. Il a fallu vraiment se débrouiller seul. Dès les premiers mois, Atman Bellal découvre des frais qu'il n'avait pas imaginés. Quand son compte n'est pas suffisamment approvisionné,
tous les prélèvements sont rejetés et sanctionnés, comme celui-ci, de 20 €. Là, en l'occurrence, le prélèvement qui devait s'effectuer était de 20 €. Donc on vous rejette les 20 €. En contrepartie, on n'a aucun souci à vous prélever 24 €. On vous représente 5 jours après le prélèvement de 20 €, on le rejette encore une fois. Donc vous vous retrouvez en définitive avec 48 € de frais, alors que vos 20 € n'ont pas été prélevés. Voilà. Les incidents de fonctionnement durant une semaine, 23,55 €. Là, c'était pour d'autres formes de frais, lors de rejet de chèque. Et on vous facture donc frais d'information, 12,50 € pour un courrier simple. 12,50 € pour un courrier, en plus des 24 € de pénalité pour le rejet du chèque. Ce mois-là, vous avez 10 écritures d'indemnité de retard, de pénalité de découvert, autre chose comme ça. On va vous prendre 561 € de frais. Les incidents de paiement, c'est ce qui coûte le plus cher. Les sanctions de la banque creusent chaque mois son déficit. Vous rentrez dans une espèce de spirale qui vous engloutit et c'est impossible de vous en sortir. Impossible. Vous vous dites, je vais y arriver, mais en fait, vous vous enfoncez et vous vous enfoncez à cause de ces agios qui viennent se rajouter et que vous n'aviez pas en fait calculé. Parce que c'est des intérêts qui sont quand même relativement importants. En mars 2005, Atman Belal ne parvient plus à régler les échéances de son crédit pour la maison. Il emprunte une somme importante à sa famille et la dépose sur son compte pour se remettre à flot. Ce mois-là, je dépose 11 700 € pour pouvoir régler 3 échéances de retard du crédit de la maison, donc pour un montant de 4 500 €. Combler le montant du découvert qui est de 1 996 €. Donc sur ce cas de figure-là, je pensais qu'il me resterait sur le compte 4 500 € pour assurer un petit peu l'avenir. Et là, lorsque je reçois le relevé de compte, je vois qu'on m'a prélevé 4 200 € de frais. Voilà. Qui, en fait, sont destinés à des indemnités de retard par rapport à l'échéance de frais. On ne m'avait pas prévenu. Donc, on m'avait pas prévenu de ça. Donc, votre avance... On l'oublie. Distillé, parti en fumée. Le mois suivant, on se retrouve dans la même situation à ne plus pouvoir assurer l'échéance suivante. Parce que je ne peux malheureusement pas déposer ces montants-là tous les mois. Voilà. Donc même lorsque j'avais des solutions, elles étaient gâchées. Ces 4 200 € de frais sont des indemnités de retard sur échéance de prêt. Pour savoir à quoi elles correspondent et comment elles sont calculées, nous appelons le banquier d'Atman Belal. J'ai rien à vous dire, madame. J'ai rien à vous dire. Il n'a qu'à vous donner les informations, il les a, il vous les donne, et puis c'est tout. Je ne peux rien vous dire, je suis désolé. Mais ça vous paraît normal, ça vous paraît possible? Il n'y a rien qui me paraît normal. Parce que moi, j'ai pas à répondre, c'est tout. Vous prenez les tarifs, vous prenez les tarifs qui sont à disposition de tout le monde, et puis vous regardez si ça vous paraît plausible. Voilà, avec les frais qui sont pris qui sont indiqués dans chaque petit fascicule qu'on met au client, vous allez pouvoir vous juger si 10 000 c'est possible ou pas possible. D'accord. Le fascicule en question, nous l'avons épluché. Aucune mention des fameuses indemnités de retard sur échéance de prêt. Aucune mention non plus sur le site internet de la banque. Atman Belal a appris depuis que son banquier aurait pu l'aider. La loi prévoit un dispositif pour les clients en difficulté. Quand vous êtes au chômage ou que vous avez des revenus diminués, vous avez la possibilité, donc lié à un divorce ou des difficultés temporaires, vous avez la possibilité de reporter vos échéances sur une période maximum de 2 ans, je crois. Et ce, sans intérêt. Voilà. Donc... Et ça, ils n'ont pas fait? Non, ils n'ont pas fait. Je pense qu'il y a une chose dont il faut parler aussi, et c'est la peur qu'on a de se rebeller contre la banque, la peur qu'on a que les voisins soient au courant, qui fait qu'on va à la banque, on courbe l'échine et qu'on laisse faire probablement beaucoup de choses qui ne devraient pas être faites, parce qu'on est sous pression et qu'on se dit il faut qu'on se fasse tout petit, quoi. Au total, la banque leur a prélevé plus de 10 000 € de frais en 15 mois. L'équivalent de 98 années de frais sur un compte bancaire sans incident. En fait, les mauvais clients sont rentables pour les banques.
Nous avons rencontré 2 chargés de clientèle qui ont accepté de nous raconter les ficelles du métier. L'une des 2, encore en activité, nous a demandé de préserver son anonymat. C'est justement le mauvais payeur qui rapporte beaucoup. Il est dans une position difficile. Il ne peut pas dire non à son banquier. Il a des frais à n'en plus finir. Il est mal considéré parce qu'on ne lui donne pas toutes les éloges quand il arrive. Oh, occupe-toi de lui parce que moi, je ne veux pas le voir. Et en plus, il est surtaxé. Il n'ose pas aller ailleurs parce qu'il se dit dans une banque, on ne va pas me prendre. Il a l'impression qu'il est diminué par rapport à ceux qui ont les moyens. Et puis, il accepte tout, pourvu que moi, je peux tirer mon argent et faire. Et le jour où il va réclamer, alors on va vous faire votre solde de compte et on va lui déduire tout ce qu'il y a encore en plus à lui déduire. Aujourd'hui, Atman Belal est en train de créer une entreprise. Pour régler ses problèmes bancaires, il a pris un conseiller financier. Il prépare un dossier contre sa banque et espère négocier une transaction pour récupérer une partie de ce qu'il estime avoir payé abusivement. Négocier avec le banquier, c'est ce que tente de faire le comité d'action contre les abus bancaires. L'association revendique 4000 adhérents. Ça concerne les banques qui abusent. Ça vous concerne que vous achetez les banques, les abus bancaires. Vous n'avez pas tardé à l'être. Ce jour-là, à Nice, devant la presse locale, quelques membres manifestent devant l'agence d'Eliane Martin, 71 ans. Sa banque lui a prélevé plus de 1600 € de frais divers, 3 fois le montant de sa retraite. Toujours le même processus. Quand elle est à découvert, des pénalités s'additionnent. Elles finissent par doubler le montant de la facture. C'est bien plus que ce qu'on disait, 1731,33 €. Ah ouais. Voilà, hein. C'est-à-dire, ça vous fait à peu près la moyenne de... Maître Bousquet, président de l'association, voit défiler des centaines de cas, comme Madame Martin. 3 mois de retraite, en 16 mois. Quand elle essaie de discuter ou d'entrer en relation, elle se fait rabrouer, elle se fait mépriser, elle se fait... Donc, on a décidé de protester contre cette situation. Et on accompagne en délégation pour qu'elle soit reçue éventuellement par le banquier et pour trouver une solution qui n'est peut-être d'ailleurs, selon moi, que le remboursement intégral de tous les frais qu'on y a pris sur le compte. Une employée de la banque ferme la porte. L'association ne parviendra jamais à entrer. Est-ce qu'on peut rentrer là? On peut rentrer là? Attendez, oui, ils vont ouvrir. Peut-être ils ont tout fermé, ils ont peut-être peur. Dernière tentative de négociation par téléphone. Il n'y a pas de directeur aujourd'hui. Personne ne croit. Bon, donc, vous voulez me dire par là que... Un mois plus tard, la banque acceptera de rembourser à Madame Martin tous les frais qu'elle lui avait facturés. Pour Maître Bousquet, l'illustration que les banquiers se croient tout permis. C'est le banquier, c'est ça. Le banquier, il a ça. Il a un compte à disposition. Même s'il est déficitaire, il peut le creuser, le déficit. Il prend ses 50 €, puis c'est terminé, puis il dit, vous me les devez. Voilà. C'est catastrophique. C'est pas son argent qu'il détient. C'est l'argent du client qu'il détient. À Niort, la Banque populaire de Loire-Atlantique vient d'être condamnée pour frais abusifs sur des incidents de paiement, même si les tarifs étaient annoncés. Jérôme Franck, l'avocat de Que Choisir, a obtenu que 2 clients soient remboursés. Ce n'est pas la première fois que la justice condamne ces pratiques, mais Maître Franck sait que cela n'empêchera pas les banques de continuer. Les banques recommencent parce que tout simplement, ces jugements ne sont pas suffisamment dissuasifs, parce que ce sont des jugements civils qui sont rendus, et ça suppose que chaque consommateur vienne demander ou des dommages d'intérêt, ou de faire constater qu'il n'a pas accepté la tarification pour que ce soit efficace. Et ça, c'est manifestement impossible. Retour dans le bureau de notre conseiller de clientèle. La suite de notre rendez-vous nous réserve d'autres surprises. Le but, c'est pas de vous vendre tout et n'importe quoi, c'est d'avoir une relation qui permet justement de répondre à vos besoins correctement. Vous en créez d'autres besoins, ne vous inquiétez pas, on saura faire. Hein. C'est aussi notre affaire, c'est notre job. Mais l'objet, justement, c'est de voir comment de pouvoir avoir un client et qui on lui propose plein de choses. En à peine 1 heure d'entretien, il nous propose une demi-douzaine de produits financiers.
Mais sa banque est également capable de nous vendre des produits moins habituels. Vous voulez une assurance maison, je sais faire une assurance maison. Vous voulez une mutuelle, je sais faire une mutuelle. Vous voulez un crédit immo, je sais faire un crédit immobilier. Je fais une assurance auto. Vous avez acheté votre voiture chez le concessionnaire, je vous assure votre voiture. Je vais vous proposer éventuellement de l'acheter même en direct ici, avec des remises. C'est incroyable, je peux acheter une voiture chez mon banquier. Ouais. Et on vend des portables aujourd'hui. On fait des systèmes de télésurveillance qui sont top du marché. Comment ça, c'est-à-dire que je peux acheter une alarme chez mon banquier? Ouais, c'est moi. Aujourd'hui, je vous fais signer un contrat. Donc même si vous n'êtes pas client aujourd'hui, par exemple, vous voulez sécuriser votre appartement, on le fait tout de suite. Je ne cherche pas les chaussures encore. Je vais essayer d'éviter. Vous ne pas les bottes? En nous raccompagnant, il n'hésite pas à nous proposer une petite démonstration de l'efficacité de son alarme. Donc vous tapez votre code, fermé, mise en marche, arrêt. C'est à pile. C'est exactement le clavier tel qu'il est, c'est ce que j'ai chez moi. Un petit côté marchand d'électroménager. Aujourd'hui, un conseiller de clientèle est avant tout un vendeur. Les commissions représentent jusqu'à 40% de son salaire. Après 30 ans de métier, Françoise Magnan a été impressionnée par les bouleversements récents. Aujourd'hui, disons que la conception qu'on avait du métier il y a quelques années n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est plus commercial, à savoir que les jeunes qui sont embauchés sortent principalement des écoles où ils ont été formés, des écoles de commerce, et sont recrutés principalement pour faire du commercial. Objectif, 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 et il n'y a que ça qui compte. Ils vous mettent des objectifs tellement haut placés où les gens stressent, où ils sont insurmontables, ils sont là, ils paniquent, ils sont mal, ils n'ont pas fait leurs objectifs, il faut qu'ils appellent, on va aller voir dans leur bureau s'ils sont bien en ligne, s'ils ont bien été démarchés des clients, donc ils sont sous pression, constamment sous pression. Et il faut du chiffre, du chiffre, du chiffre. Vous vous rendez compte qu'on peut vendre une carte bleue à une personne qui a 98 ans, qui n'arrive même pas à aller à la hauteur d'un distributeur, qu'il faut qu'elle donne à une pauvre dame parce qu'elle ne sait même pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Ou à un aveugle qui a une carte bleue sur des distributeurs qui ne sont pas en braille. Mais c'est du chiffre. C'est du chiffre. Ça rapporte. Et quand on dit « Oh, mais moi, je ne veux pas placer pour cette pauvre dame, elle n'arrivera jamais », on va vous dire « Vous voulez votre paye à la fin du mois ?» Aujourd'hui, le fait de ne pas atteindre ses objectifs peut conduire jusqu'au licenciement. Certains syndicalistes, comme Régis Blanchot, dénoncent l'agressivité des techniques de vente mises en place. Et vous finissez aujourd'hui, là, ou ouais. Ça part... Ouais. En 99, il y avait ce qu'on appelait la méthode Harpon, c'est-à-dire, bon, ça porte bien son nom, c'était pendant le mois de janvier, par exemple, c'était tel produit qui devait être vendu, au mois de février, c'était l'autre produit, au mois de mars, c'était l'autre produit, et pendant ces périodes-là, il y avait donc des objectifs fixés au conseiller financier importants, et il y avait aussi une rémunération qui était plus incitative si c'était ce produit-là qui était vendu. Et à partir de ce moment-là, on arrive forcément à des dérapages. Le dérapage à la Poste, c'est l'affaire des bénéfiques. Une promesse de 23% d'intérêt en 3 ans. Des milliers de petits porteurs ont eu confiance dans ce placement. Septembre 2005, au tribunal de Paris. Les épargnants harponnés demandent des comptes à la justice. Je peux vraiment dire que ma mère s'est fait avoir sur toute la ligne. C'est incroyable qu'il y ait ces genres de plaquettes qui sont des plaquettes attirantes, qui ont été pensées à travers le marketing et qui ne décrivent que le bon aspect des choses. Ce que la Poste ne disait pas clairement dans son dépliant, c'est que le bénéfique était un placement en bourse, donc risqué. Monsieur Hassani en a acheté en 1999 comme 300 000 autres personnes. Il souhaitait mettre ses économies sur une assurance vie. Il avait précisé à sa conseillère qu'il ne voulait pas toucher à la bourse. J'ai dit, je ne suis pas venu pour jouer à la bourse, attention. Elle m'a dit, non, ça va, vous déposez ça, ça regarde que la Poste. Mais vous, vous êtes garanti. Moi, j'ai eu confiance. J'ai souscrit. Et en 2003, on m'a fait sortir que j'ai perdu en bourse. Mais j'ai jamais joué à la bourse. Jamais. Et j'ai perdu 280 000 francs environ. Et j'espère que la justice va rendre justice à ces épargnants, parce que c'est des petits épargnants, hein, la plupart. Hein. Moi, c'est toute ma vie. J'ai épargné, mais ça part en fumée, sans jouer à la bourse, sans jouer au PMU, sans jouer au casino, rien. J'ai perdu comme ça.
Avec le bénéfique, cette cliente a perdu 14 000 €. Bon, alors je vous montre. Plus tard, sa banquière lui a téléphoné pour s'excuser. Elle a gardé le message. Je vous appelle suite à votre coup de fil. En effet, il y a eu une erreur de ma part. Vu que les taux étaient très bas et qu'il y avait eu beaucoup de pertes, l'épargne boursière avait, sur la fin du placement, avait ajouté les 23% déjà dans mon ordinateur. Donc, ce qui ne se fait pas d'habitude. Alors, je suis désolée, j'étais pas au courant. J'aurais sûrement dû me renseigner. Pour la cliente, le comble, c'est que même les conseillers semblaient ne rien y comprendre. De moins 68%. Lors du procès de septembre 2005 au tribunal de Paris, les plaignants ont été déboutés. En matière délictuelle, les faits sont prescrits au bout de 3 ans. Monsieur Hassani ne retrouvera jamais ses 280 000 francs. Madame L a définitivement perdu ses 14 000 €. Par contre, en février dernier, 17 autres clients ont obtenu un jugement différent devant le tribunal de commerce. La Poste a été condamnée à verser 50 000 € de dommages et intérêts pour publicité mensongère et défaut de conseil. Le comble, c'est que des salariés de la Poste aussi ont perdu de l'argent avec les bénéfiques. À la Poste, il y a plein de gens qui en avaient pris. Hein. Il y a plein de postiers qui en ont eu. Parce qu'ils y ont cru. Hein. Dès les premières plaintes, la Poste avait expliqué qu'il s'agissait de dérapages individuels de certains de ses conseillers. Aujourd'hui, la direction de la Poste n'a pas voulu répondre à nos questions. Elle nous renvoie aux décisions de justice. Mais il n'est pas facile d'obtenir gain de cause face à sa banque. Jean-Marie Barthélémy en a fait l'amère expérience. Ancien cadre chez Renault, il a toujours bien gagné sa vie. Il est à la retraite et n'a jamais eu aucun problème avec ses banquiers. Ses ennuis ont commencé en octobre 2002, quand l'une de ses banques a clôturé l'un de ses comptes. Le compte a été fermé, sans prévenir personne, d'autorité par la banque, pour le seul motif qu'il n'était pas assez mouvementé. Ce compte, ouvert à Orléans, lui servait à payer des factures de sa maison de campagne. Une banque a le droit de fermer un compte, mais elle est tenue d'informer le client. Quelque temps plus tard, Jean-Marie Barthélémy fait un chèque de 23 € aux impôts. Et là, surprise, il reçoit un document lui annonçant que son chèque a été rejeté et qu'il est même interdit bancaire. Et ce document, il faut bien le reconnaître, est assez stupéfiant. Hein. Moi, au départ même, j'ai cru que c'était une plaisanterie. J'ai ricané. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai ricané au départ. Un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur ce compte. Hein. 23 €, en effet. Le solde était de 0,00. Il vous est donc interdit d'émettre des chèques pendant 5 ans à compter du 17-10-2002, le jour de l'envoi, sous peine de sanctions pénales. Alors déjà, 5 ans d'interdiction pour un chèque de 23 €, bon, on peut penser que c'est un peu excessif. Mais alors, vous retournez, et sous peine de sanctions pénales, alors là tenez-vous au bastingage, un emprisonnement de 5 ans et ou une amende de 375 000 €, ce qui veut dire qu'on peut avoir les deux. J'aurais peut-être mieux fait de braquer la banque, enfin, je sais pas, ça doit être ce qu'on risque dans un cas comme ça. Hein. Et là, on est dans un chèque de 23 €. Ça fait drôle, hein, je vous assure. Hein. Jamais dans ma vie, j'ai été dans la situation d'avoir 5 ans de prison et une amende de 375 000 €. Hein. Effrayant. Monsieur Barthélémy appelle aussitôt son banquier à la campagne, qui reconnaît son erreur. Et donc il m'a dit, bon, vous êtes l'interdiction bancaire est élevée, donc pour moi l'affaire est réglée. Je lui ai dit, écoutez, bon, moi je suis furieux, je ne suis pas content. Il m'a dit, je vous comprends, mais bon, vous avez été correct, l'affaire est terminée, je pense qu'on va en rester là. La banque lui envoie cette attestation, confirmant que le compte était bien créditeur et qu'il avait été soldé par mégarde. L'interdit bancaire est levé, du moins en apparence, car en fait,
La Banque de France a diffusé cette interdiction à tous les établissements financiers du pays. À son retour de vacances, M. Barthélemy découvre les dégâts. Et quand je suis arrivé chez moi, alors là, les surprises ont commencé. Il en tombait tous les jours. D'abord, ça a été ma banque, le Crédit Agricole de Versailles, où là, je ne suis pas un client épisodique. Là, je suis connu. Là, j'ai un correspondant qui m'appelle tous les 4 matins pour me vendre des assurances vie, des assurances auto, à qui je dis d'ailleurs maintenant, écoutez, avant de faire le métier des autres, commencez donc à faire le vôtre. Et là, le Crédit Agricole m'envoie une lettre à la suite d'incidents de paiement, au pluriel d'ailleurs, du coup là maintenant la spirale se développe. Vous ne devez plus émettre de chèques, sous peine de sanctions pénales, toujours les 5 ans de prison et 375 000 €. Vous devez nous restituer toutes les formules de chèques et vous devez nous rendre votre carte bancaire. Donc ma banque, là où j'ai mon argent, me bloque tout. Et puis le lendemain, j'ai reçu la même chose des chèques postaux. Et le surlendemain, j'ai reçu la même chose. Enfin non, la BNP d'ailleurs ne m'a pas écrit, elle, c'est encore mieux. La BNP m'a bloqué mes facultés de virement, je fais des virements par Internet, m'a bloqué mes facultés, mais m'en a même pas prévenu. Donc tout le système bancaire a été irrigué immédiatement, malgré la levée. Les ennuis ont continué de s'accumuler. Car M. Barthélemy avait aussi la signature sur des comptes d'organismes dont il s'occupait. Il a donc fallu que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'aille voir les responsables de ces entités pour leur dire, ben voilà, je suis obligé de vous dire que je suis interdit bancaire, que j'ai plus le droit de signer les chèques, vous allez probablement en être informé, donc je vous fais la démarche. Alors, bien entendu, voilà, c'est pas de ma faute, j'ai des attestations, etc. Mais enfin, tous ces gens-là ont pleuré avec moi, tous ces gens-là ont déclaré qu'ils me croyaient. Mais en tout cas, croyez-moi, la démarche est extrêmement déplaisante. Il n'a pas compris que la Banque de France ait répercuté sans aucune vérification les erreurs d'un banquier. La Société Générale demande à la Banque de France de mettre M. Barthélemy interdit bancaire, la Banque de France le fait. Elle ne contrôle rien. Elle ne demande rien. Elle ne vérifie pas, par exemple, mais est-ce que vous avez appliqué la loi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez contacté M. Barthélemy en lui disant « M. Barthélemy, vous avez tiré un chèque de 23 €, il est sans provision, quelles sont vos explications ?» Auquel cas, la Banque de France ne fait pas ça, ne l'a pas fait en tout cas en l'occurrence. Qu'est-ce qu'elle fait la Banque de France? Elle diffuse dans ses fichiers à toutes les banques, à tout le réseau bancaire français. Pour comprendre qui a décidé des sanctions contre Jean-Marie Barthélemy, nous nous rendons à la Banque de France. Le secrétaire général, Yves Baroux, ne veut pas s'exprimer sur des dossiers particuliers. Il explique surtout qu'il est impuissant. Pour ce qui est de la Banque de France, elle n'a pas de pouvoir d'intervention auprès du banquier. Elle enregistre de manière notariale les déclarations qui lui sont faites, aussi bien d'incidents que d'effacement d'incidents, de radiation du fichier, mais elle n'a pas de pouvoir de contrôle sur le banquier de ce point de vue-là, et il n'est pas prévu dans la loi qu'elle joue un rôle en la matière. Jean-Marie Barthélemy a attaqué sa banque, celle qui avait fermé abusivement son compte. Après 2 ans de procédure, il a obtenu 3 500 € de dommages et intérêts. 1 953 000 Français sont aujourd'hui interdits bancaires. Aucune statistique n'existe sur le nombre de victimes d'erreurs. Attention parce qu'il fait froid, vous êtes en petit tricot. Mais il y a plus grave. Parfois, l'argent que nous déposons à la banque se volatilise purement et simplement. Maître Bousquet, l'avocat président du comité d'action contre les abus bancaires, rend visite à Antoinette Bodino. Cette retraitée niçoise affirme, son carnet à l'appui, qu'elle a déposé 10 000 francs sur un livret d'épargne il y a 28 ans et que tout a disparu. Quand je me suis présentée à la banque, on m'a dit « Ah, mais madame, il y a trop longtemps que vous ne vous êtes pas occupée de votre carnet, et alors maintenant, nous n'avons plus rien, nous ne pouvons pas vous rembourser. »
Comment vous ne pouvez pas me rembourser? Ah non, votre dossier a été détruit quand nous avons déménagé, nous n'avons plus rien, donc nous ne pouvons pas vous rembourser. Mais je lui ai dit, mais c'est pas normal, monsieur. Mais oui, madame, c'est comme ça, c'est la loi, c'est normal, voilà. Ils ont soldé le compte. Voilà. Seulement, le problème, c'est qu'il y a des règles pour solder le compte. La loi prévoit que la banque doit toujours prévenir le client avant de fermer un compte. Antoinette Bodino est formelle, on ne l'a jamais informée. Tous les mois, je recevais ma paye à la banque. Donc, j'allais chercher de l'argent pour me servir. Donc, ils auraient dû me dire quelque chose. Mais moi, personne ne m'a jamais rien dit. Moi, je fais confiance. Oui. Et malheureusement, voilà. Et ils m'ont volé. La banque m'a volé. Parce que l'argent, moi, je l'ai déposé. Et puis, où il est passé? Où il est passé? Antoinette Bodino a attaqué sa banque. Sûre de son bon droit, elle se rend au procès sans avocat. Et puis, bon, Sa banque affirme qu'elle n'a plus à fournir de justificatif puisqu'elle n'est tenue de garder des archives que pendant 10 ans. Le tribunal a donné raison à la banque et a condamné Antoinette Bodino à 150 € de frais de justice. Elle refuse de les payer. Non seulement je n'ai pas récupéré l'argent du carnet, mais en plus, je suis condamnée encore. Alors, vous voyez, c'est ça qui me plaît pas, quoi, hein, parce que, quand même, c'est pas normal. Et maintenant, ils se cachent derrière la prescription. Voilà. Ils vous ont dit c'est prescrit. On n'a plus à vous répondre. En banlieue parisienne, M. Béra, lui, réclame le codévis de son beau-frère, approvisionné avec 3 000 €. Après un an de recherche et une vingtaine de lettres, sa banque lui a répondu que ce compte avait été clôturé, sans plus d'explications. Et on lui répond bon, que son compte il a été clôturé, mais on lui donne aucun justificatif qui a clôturé le compte, le nom de la personne qui a clôturé le compte, et la date à laquelle elle a été clôturée. Et par qui, exactement? Alors ils répondent avec un courrier qui est vague. Bon, que ça a été clôturé, mais ils ne donnent aucun détail. Il n'en saura pas plus. Si la loi dispense la banque de conserver des archives au-delà de 10 ans, elle dit aussi que le client a 30 ans pour récupérer son argent. Reste que des comptes sont régulièrement fermés. Dans la profession, ce n'est pas un secret. Les comptes sans mouvement qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent que de temps en temps encombrent les ordinateurs. Au bout de quelques années, les inactifs sont épurés. C'est-à-dire qu'on solde le compte et donc ces soldes de compte sont virés à perdre ses profits. C'est-à-dire sur un compte interne où passent les profits et les pertes. Donc la banque récupère l'argent? Oui, en quelque sorte, oui. Pourtant, la loi prévoit que la banque qui clôture un compte doit remettre l'argent à la caisse des dépôts et consignations. Un autre conseiller de clientèle qui ne sait pas que nous filmons confirme que tout le monde ne respecte pas les règles. Un compte où il n'y a pas de mouvement, un compte où il n'y a pas de mouvement, au bout d'un certain moment, au bout de 5 ans, on les ferme. Mais ça, c'est une politique. On n'a pas le droit de le faire. C'est une politique. Et oui, parce que qu'est-ce que ça a comme conséquence? L'argent, qu'est-ce qu'il devient? C'est pour nous. Et selon les banques, c'est pareil? On est pratiquement tous calqués sur la même gueule. Quant aux archives détruites au bout de 10 ans, il a une autre version. Selon lui, les documents existent bel et bien. Vous le fermez, mais vous gardez des archives, quoi. Ah heureusement, dites donc. Heureusement, bien sûr, tout est microfiché. Donc il y a possibilité de retrouver... Sur 30 ans, parce qu'après 30 ans, c'est terminé. C'est parti. Enfin, il n'y a plus de traces, quoi. Nos microfiches sont gardées, mais ne sont plus exploitables. Il y a presque un an, l'un de nos collaborateurs a fait le bilan de ses différents comptes en banque dans la perspective d'un achat immobilier. Très vite, il s'est aperçu qu'un plan d'épargne logement datant de 1996 semblait avoir disparu. Sur le contrat, 200 000 francs. Il y a 8 mois, première demande d'enquête à sa banque. La conseillère n'a jamais rappelé. Il y a quelques semaines, notre collaborateur reprend contact avec elle. Mais il y a eu du changement. Bonjour, je voulais parler à madame... Madame Aubin, comment c'est qui s'occupe de votre compte? Et madame a disparu? Elle a dû être remplacée. Mais passez-moi, madame. Elle est en rendez-vous actuellement, je ne peux pas vous la passer. Bonjour. Bonjour, je voulais parler à madame... S'il vous plaît. Elle ne
ne travaille pas aujourd'hui. Est-ce que je peux vous renseigner ou lui laisser un message pour demain? Bonjour. Votre agence est actuellement fermée. Pour consulter... Après 5 tentatives, rendez-vous est finalement pris avec la nouvelle conseillère. Notre collaborateur est équipé d'une caméra cachée. Bonjour, d'abord. Je n'ai jamais rien reçu de madame. Alors... Mais vous n'avez pas de traces. J'ai rien. Madame n'avait pas fait du tout d'enquête, vous a rien laissé. J'ai rien. Dans votre dossier, j'ai regardé... J'ai rien du tout. J'ai juste des documents concernant des virements permanents. Après 15 minutes de recherche sur l'ordinateur, la conseillère a une piste. Elle a trouvé la trace du plan. Regardez sur votre compte courant parce que moi j'ai fermé le 15 mars 2000. Mais j'ai jamais fermé ce compte. Et cet argent... Bon, vous pouvez m'imprimer ça? Non, j'ai pas la possibilité, je laisse l'imprimer. Finalement, la conseillère accepte de faire une photocopie, mais en y regardant de plus près, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est ces sommes totales de l'épargne versée? En fait, vous aviez versé 2400 €. Mais j'ai versé 200 000 francs. Alors, c'est bien le même numéro de plan. Hein. 878, 60, 500... Non, c'est pas celui-là. Je comprends rien. Ouais, moi non plus. Parce que en fait, ce n'est pas le bon compte. La conseillère semble perdue. Ça, c'est un autre compte que j'ai ouvert ici bien après, le 4 décembre 2001. Oui, tout à fait. 5 coups de téléphone pour appeler différents services et 1 heure plus tard, retour à la case départ. Au revoir. Bon, ils trouvent rien du tout. Alors, je sais pas. Je vais essayer de faire une recherche, voir. Qu'est-ce qu'il en est? D'accord. Je vais faire une photocopie de ça, je vais garder ça. En fait, notre collaborateur n'aura plus de nouvelles pendant 2 mois. Dans le métier, c'est connu, perdre du temps est une ficelle classique pour décourager le client. Maintenant, on va l'endormir. On va lui dire, mais non, il n'existe pas, vous vous souvenez plus qu'on va prendre le client pour ce qu'il n'est pas forcément. Hein. Bon. Mais toujours est-il, c'est que le client, s'il y tient, puisque la somme est quand même relativement importante, il demande à ce qu'on fasse les nécessaires, il demande un rendez-vous par lettre recommandée. Il leur fait peur, il fait peur à la direction en disant que si je n'ai pas le détail de mes écritures, si on ne me reconstitue pas le montant, je dépose plainte, je mets l'affaire entre les mains d'un avocat. Et je pense que là, ils vont se bouger et ils vont faire le nécessaire et reconstituer son écriture. Notre collaborateur a envoyé 2 lettres recommandées pour demander la restitution de ces 200 000 francs, sans réponse. Nous sommes en février 2006. Dans quelques jours, le contrat aura 10 ans d'âge. La banque pourra faire usage de la prescription. Ultime relance au téléphone. Le courrier, le double, j'ai reçu. Alors, moi... Non, si vous avez reçu l'argent. Non. Parce qu'en fait, c'est en cours de recherche. Moi, j'ai fait des demandes de votre relevé de compte. Donc, à ce jour, on n'a toujours rien reçu. Malheureusement, c'est un peu long. Et combien de temps ça va prendre? Je ne pourrais pas vous dire de délai. Mais ça prend au moins 1 mois. Quoi, parce que ça fait plus d'1 mois que moi j'ai... 4 mois après, sa banque lui a présenté un relevé de 1996 sur lequel il n'y a pas de trace du virement de 200 000 francs pour le plan d'épargne logement. Les sommes qui se volatilisent peuvent être colossales. À Lyon, Dean Lavarde a 20 ans, il est intérimaire. Au décès de son père, il était persuadé d'être bénéficiaire d'une assurance vie. L'assurance vie, le produit d'épargne préféré des Français. 22 millions de contrats, 900 milliards d'euros investis. Octobre 2005, Dean Lavarde a rendez-vous avec Jérôme Brugère, un ancien assureur spécialiste de l'assurance vie. Expliquez-moi votre problème. Voilà, j'ai perdu mon père il y a 5 ans maintenant. Et du coup, il m'avait toujours dit qu'il m'avait mis à l'abri, qu'il avait placé de l'argent pour moi, pour mes études. Et depuis 5 ans, je suis toujours dans l'attente qu'une banque ou une assurance vie prenne contact avec moi. Ce qui n'est toujours pas le cas, quoi. Et à son décès, vous n'avez rien vu venir? Voilà, tout à fait.
Ni la banque ni l'assureur ne sont tenus de prévenir le bénéficiaire de l'existence d'un contrat. C'est au client de se manifester. Mais Dean Lavarde ne sait pas dans quelle banque son père pourrait avoir placé l'argent. Et on est dans une situation où il n'y a pas de document, il n'y a pas de papier, il n'y a rien, pas de traces. Donc effectivement, vous êtes dans une situation terrible, c'est du Sherlock Holmes. Donc il va falloir se trouver des indicateurs, quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer sur votre dossier. Pour tenter de retrouver l'argent, Dean Lavarde part en enquête. Il commence par fouiller les archives de son père à la recherche du contrat d'assurance vie. Je vivais pas avec mon père, donc je sais pas comment il a pu organiser ça, mais j'ai trouvé aucune trace quoi, de quelconque document, mis à part cela. Là, j'ai le document de la succession de mon grand-père. À l'époque, le total de l'héritage de mon grand-père est de 2,5 millions. Ça fait de l'argent, quoi. Ça fait pas mal d'argent. Et depuis, il n'y a aucune trace de cet argent. Donc, il faut réellement pister pour savoir où c'est parti, quoi. Dean suppose que l'héritage a été placé sur une assurance vie. Dans un calepin de son père, il trouve le numéro de son notaire. Il appelle à tout hasard. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir au juste? Savoir tout simplement si mon père l'a tenu au courant de contrats d'assurance vie éventuellement ou toute autre chose, quoi. Avoir des indications. Parce que mon père a hérité précédemment de mes grands-parents. Donc il a eu pas mal d'argent. Je lui transmets votre appel et il vous rappellera tout à l'heure. Eh bien, très bien, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir monsieur. Au revoir. Cette piste ne donnera rien. Toujours à la recherche d'indices, Dean vient à Paris. Son père y vivait. Il y avait une partie de ses activités, de ses amis aussi. Le jeune homme fait le tour des adresses qu'il a réussi à trouver, qu'il s'agisse de relations de son père ou de banque. Mais après plusieurs semaines de quête, il n'a rien obtenu. Vraiment le flou, quoi. Je sais pas du tout où je vais, quoi. Moi, aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de savoir la vérité, tout simplement. Il va devoir faire appel à un avocat ou un détective privé pour tenter de retrouver le contrat de son père. Ce n'est pas un cas isolé. En 2005, le Sénat jette un pavé dans la mare. Entre 100 et 200 000 contrats d'assurance vie n'ont pas été réclamés, ce qui représenterait une somme de plus d'1 milliard d'euros que les bénéficiaires ne toucheront jamais. Le sujet embarrasse la Fédération des assureurs. Quand on nous dit qu'il y a des contrats en déshérence, pour moi, ça ne peut être que quand même relativement marginal. Est-ce que vous avez une idée de la somme? Je n'ai aucune idée de la somme correspondant au montant de ces contrats, parce que vous voyez-vous, sonder l'insondable, ça relève de la boule de cristal, et ça, je ne suis pas spécialiste de la boule de cristal. Il est question de plusieurs milliards d'euros. Écoutez, je ne conteste rien, je n'affirme rien, je ne conteste rien. Je vous dis que, pour ce qui nous concerne dans notre institution, nous n'avons pas ces chiffres. La Fédération des assureurs affirme ne pas avoir de chiffres. Pourtant, ils savent où va l'argent des contrats non réclamés, car un dispositif est prévu. Lorsque le bénéficiaire ne s'est pas manifesté et que le contrat est prescrit, et on considérera que le contrat est prescrit lorsque l'assuré aurait atteint l'âge de 105 ans, à partir de ce moment-là, les sommes allouées sur ce contrat passent sur un compte technique, dont 90% au moins sont affectés au bénéfice de l'ensemble des assurés en portefeuille. Impossible de savoir qui vérifie. Ce qui est admis par les assureurs, c'est qu'ils s'approprient au moins 10% de cet argent. Pendant que nous enquêtions, le problème est devenu d'actualité. Des parlementaires ont saisi l'Assemblée nationale et le Sénat pour tenter de clarifier le système. Finalement, ils ont changé la loi. Les assureurs auront désormais l'obligation de contacter le bénéficiaire dès lors qu'ils sont informés du décès d'un assuré, pour autant bien sûr qu'ils disposent de ses coordonnées, les coordonnées du bénéficiaire bien sûr. Donc, l'assureur est maintenant tenu de rechercher le bénéficiaire d'une assurance vie. Qui est clairement identifié comme défavorable. Mais la loi n'est pas rétroactive. Les 22 millions de contrats signés avant décembre 2005 ne sont pas concernés. Ça va s'appliquer aux nouveaux contrats de façon obligatoire, et donc les compagnies d'assurance vont avoir un certain délai pour appliquer ces nouveaux contrats. Mais je pense qu'à titre commercial,
ils auront intérêt à les appliquer aux contrats anciens. Et donc, les assurés pourront d'ailleurs demander valablement à leur compagnie d'assurance que ces dispositions, qui sont des dispositions d'ordre général, eh bien, s'appliquent à eux et donc leur contrat puisse mieux fonctionner que dans le passé. Des tarifications abusives, des comptes qui disparaissent, des publicités mensongères. Certaines pratiques bancaires sont pour le moins discutables. On n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? L'argent, qu'est-ce qui devient? Eh bien, c'est pour nous. Sans jouer à la bourse, sans jouer au PMU, sans jouer au casino, rien, j'ai perdu comme ça. 1731,33 €. Ah ouais. Voilà, en 16 mois. En 16 mois. Oui. J'aurais peut-être mieux fait de braquer la banque, enfin, je sais pas, ça doit être ce qu'on risque dans un cas comme ça. Face au mécontentement des clients et sous la pression des associations de consommateurs, le ministère de l'économie a décidé de réagir. Il y a 2 ans a été créé un comité consultatif. Dans la salle, les représentants des consommateurs, des banquiers et des assureurs. Le ministre est présent. Je crois que c'est important, sur les 2 sujets. Objectif, désamorcer les conflits de plus en plus nombreux entre les banques et leurs clients. En 2005, les banques se sont engagées à plus de transparence, mais pour Nicole Pérez, ces engagements sont loin d'être suffisants. La réponse des banques aux demandes très fondamentales que nous faisions sur une vraie concurrence, sur une tarification juste et équilibrée, les banques ont répondu par une série de mesures dont certaines sont des mesurettes. On se rend compte que ça ne marche pas. Ce que nous demandions au pouvoir public, c'est de légiférer. Je vous remercie. À la fin de la réunion, nous tentons d'obtenir un rendez-vous avec le ministre pour connaître la position du gouvernement. C'est possible d'avoir une entrevue avec vous? Oui, mais pas maintenant. Hein. Bien sûr. Vous vous engagez à nous recevoir? Vous demandez à monsieur Gosseron, il n'y a pas de problème. Il nous renvoie à son chargé de communication. Celui-ci ne trouvera aucune disponibilité dans l'emploi du temps de Thierry Breton. Depuis 2004, les banquiers français sont dans le collimateur de Bruxelles. Les augmentations de leurs prix ont attiré les soupçons de la Commission européenne. Jonathan Todd, porte-parole de la Commission de la concurrence, confirme que son service a pris le dossier en main. Nous sommes en train de faire une enquête donc, concernant tous les services des banques pour voir s'il n'y aurait pas, par exemple, des ententes sur les prix ou des ententes pour exclure les concurrents d'un marché national. Si l'Europe parvient à prouver la culpabilité des banques, les sanctions pourraient être lourdes. Si la Commission trouve qu'il y a des pratiques qui sont contre les règles de concurrence, nous allons poursuivre les banques ou les entreprises en question et nous pouvons imposer des amendes qui vont jusqu'à 10% du chiffre d'affaires global de ces entreprises. Les premières conclusions de l'enquête sont annoncées pour cette année. En attendant, surveillez bien vos comptes. Dans un mois s'ouvrira à Paris le procès d'Émile Louis. Le chauffeur de bus sera à nouveau jugé pour l'assassinat des 7 jeunes handicapés mentaux. À l'origine du dossier, même si cette enquête-là n'avait pas pu aboutir, il y avait un gendarme, le gendarme Christian Jambert. La semaine prochaine, nous vous proposerons une contre-enquête sur sa mort. Cet homme a été retrouvé suicidé avec 2 balles dans la tête. Toutes les photos prises par les gendarmes sont floues, sans exception. Mais on distingue quand même des projections de sang sur cette porte, à 60 cm du sol. Des projections difficilement compatibles avec des coups de feu tirés dans la tête. On relève aussi ce qui semble être des empreintes de pas, comme si un individu avait marché dans le sang. Un film à suivre comme un vrai polar la semaine prochaine. Affaire Jambert, autopsie d'un suicide impossible. En attendant, bonne semaine sur Canal. Salut. Bonsoir.